Bonjour tout le monde. Avant de commencer notre vidéo, nous voulions attirer votre attention sur une pétition importante pour inciter le Sénat à statuer sur l'indépendance financière des personnes handicapées, pour que leur allocation adulte handicapé, AAH, ne soit plus calculée sur le revenu de leur conjoint et conjointe. Vous trouverez le lien de la pétition ainsi que d'autres informations dans la boîte de description ci-dessous. Nous vous invitons à vous informer, signer et partager à vos proches. On vous embrasse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette ultime vidéo de 2020. On a été plutôt prolifique cette année, mais on a décidé de terminer cette fastidieuse année qui a été quand même remplie de moments de sériphiles. Nous avons vécu des moments forts et Jodie se met devant la caméra. Pousse-toi! Nous avons tout de même vécu des moments forts en tant que sériphiles cette année. Même si la production de séries a été un peu compliquée, il y avait des séries déjà faites, il y a des tournages qui ont été faits. Après donc de grandes délibérations sérieuses, nous avons établi que nous avons vécu cette année 82 moments forts de sériphiles. Pas 80, pas 100, 82. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, il n'y en a pas un plus important que l'autre, même s'il y en a carrément plus important que les autres, mais on les a pas classés comme ça. Nous avons usé de toutes nos forces de maniaque de ne pas avoir fait une belle liste de 100. On s'est arrêté à ce chiffre un peu rough, un peu brut de 82. Il faut dire que 2020 a été rough et brut. Et sans plus tarder, commençons cette liste. Et on commence par les rumeurs que Dominic West aurait été casté dans la saison 5 et 6 de The Crown pour jouer le prince Charles. Un moment fort, mais pas agréable. Et je sais pas si c'est vrai parce que j'ai un peu la flemme de Dominic West. Mais bon, peut-être que la série va nous prouver qu'on a complètement tort, je ne demande que ça. Prochain moment fort, Leslie Jones en juge dans la nouvelle saison de RuPaul Drag Race, qui était un des moments les plus incroyables de cette année, puisque je pense que c'était la juge qui avait l'air le plus heureuse d'être là depuis le début de la série. Elle était tellement contente qu'elle filmait de son siège en même temps. Elle était pleine d'énergie, elle était à mourir de rire, elle motivait les candidates, enfin c'était incroyable. Elle a fait mon bonheur pendant cet épisode. Sigourney Weaver dans 10%, ce qui était déjà génial, mais qui était encore plus génial, c'est genre de Sigourney Weaver sur son espèce de tapis roulant design sur les balcons, là, en plein milieu de Paris, là, dans son hôtel. Au milieu d'une saison qui nous a laissé un peu dubitatifs par moment, c'était un grand moment. Le prochain sur notre liste est la catastrophe un peu inexplicable qui a été la saison 2 de Miracle Workers, qui est cette série obscure avec Daniel Radcliffe et Steve Buscemi, avec une saison qui était très très bien, qui racontait une espèce de The Good Place sur le câble. Et la saison 2, ils ont décidé de changer complètement le concept et c'était désastreux. Il y a eu 5 blagues de caca en 2 minutes d'épisode. Je serais parti. Oui. J'ai jamais vu une série faire une trajectoire aussi basse. Mais du coup, c'est un moment fort parce que ça nous a permis de la supprimer notre liste et de faire la place pour autre chose. Tout à fait. Ensuite, nous avons le départ épique et dramatique d'une des mariées pendant un épisode de Love is Blind. Love is Blind. Et je me rends compte que j'aurais dû préparer, puisque je ne me souviens plus du nom des candidats. Netflix a sorti plein de téléréalités cette année. C'est une télé-réalité où les protagonistes se rencontrent, forment des couples à l'aveugle et promettent qu'ils vont se marier à la fin de l'émission. Évidemment, tous les couples ne tiennent pas pendant toute l'émission. Ce sont des couples majoritairement assez insupportables, à quelques exceptions. Et j'attendais qu'il y ait forcément du gros drama dans l'épisode final. Et ça n'a pas manqué. Le monsieur du couple a dit non à l'hôtel. En plus, c'est violent parce qu'ils disent non à l'hôtel, c'est pas avant, quoi. Ils sont face devant tout le monde, quoi. Voilà, devant tout le monde. Il a dit non, je peux pas. Et donc, la mariée nous a donné un grand moment de good TV et a pris sa robe et est partie en courant avec le caméraman qui la suivait. C'était très très drôle. Mais ce n'est pas le seul moment fort de cette série que nous trouvons sur cette liste. Et donc après, il y avait cette espèce de scène avec un bison que tu m'as envoyé.
et qui t'a rendu complètement hystérique? C'était un des plus grands moments de 2020. Déjà, cette saison de Outlander, c'est une série qui perd en crédibilité de saison en saison. C'est un peu triste à voir, mais elle reste assez divertissante, notamment pour ce genre de scène extrêmement stupide. Il faut s'imaginer un épisode qui n'a rien à voir avec la scène que je vais raconter. C'est un épisode où Jamie est parti à la chasse, et il s'est fait mordre par un scorpion ou un serpent, enfin un espèce de reptile. Et il a de la fièvre et il est mourant à la maison. Il y a beaucoup de tension dans cet épisode, mais les scénaristes ont estimé qu'il n'y avait pas assez de tension, puisque à un moment, il y a une dame qui est en train de laver du linge et d'un coup elle fait et là, on se retourne et on voit un bison qui n'a pas l'air affolé ni agressif, mais il est juste là. Panique à bord, bison. L'enfant de la fille de Claire et Jamie est en train de jouer par terre. Merde, comment elle s'appelle, la fille de Claire? Claire Junior. Brianna, paniquée, voit que son fils est en danger, donc elle fait « Hé, hé !» Et donc, elle essaye d'attirer le bison vers elle, qui comprend rien ce qui se passe, il est là genre « Quoi ?» Et Attends, mais 2 secondes, Claire est grand-mère? oui, elle est grand-mère depuis l'année dernière. mais oui. Mais cette série a 5 ans, je comprends rien. Ah non, mais elle a plus 18 ans maintenant, Claire. Elle en a 50, je crois, maintenant. Mais donc, du coup, Brianna attire le bison qui fonce sur elle, la shoot. Elle fait un bond de 5 mètres en l'air. Donc là, tu te dis, elle est morte. Non, elle va très très bien. Elle est retombée sur ses fesses solides. À ce moment-là, Claire sort avec une carabine. Elle vise ce pauvre bison qu'elle tue. Et pour mettre un point final à tout ça, il y a Jamie qui sort nu, en train de se traîner par terre parce qu'il a 42 fièvre. Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est pas drôle, hein, c'est censé être très dramatique comme ça. Avec ma sœur, on se l'est remis 4 fois de suite, tellement c'était n'importe quoi cette scène. C'était extrêmement drôle. Ensuite, il y a eu ce moment où on s'est rendu compte qu'une des actrices de Smash était républicaine. Laquelle? Quand on a fait l'épisode de Smash et quand je le revois, je me fais « Oh, j'étais un peu cliché » parce que comme je l'ai écrit un peu principalement, d'avoir mis en compétition 2 femmes, c'est pas bien, c'est pas assez féministe de ma part, et d'avoir pris parti contre l'une parce qu'elle sortait juste de la nouvelle star. Et en fait, on s'est rendu compte que Madame Catherine McPhee, a donné de l'argent à un candidat républicain dans sa circonscription. C'était publié sur internet, parce que c'est public ce genre d'informations. Alors on pourrait dire oui, il y a peut-être d'autres Catherine McPhee dans le coin, mais bon bref, sachant qu'elle est mariée à un républicain, enfin ça faisait un peu beaucoup, et surtout qu'elle a juste arrêté de tweeter. C'était la reine des gays et du pétrole avant tout ça, voire un peu trop. Ça allait même sur les homosexuels toute la journée, ok. Et puis en fin de compte, on se rend compte qu'elle soutient des candidats qui se battent contre les droits de la communauté LGBT. Donc voilà, donc le fait de voir ça, ça m'a ça m'a soulagé de la culpabilité de ces années d'avoir écrit cet épisode. Et donc voilà, donc je vous encourage du coup à aller regarder Smash et à vous dire ah, elle était vraiment pas bien en fait. Son personnage et l'actrice. Et ensuite, une série s'est terminée cette année, une série qui était là depuis 15 ans quand même. Il y a eu cette année le final de Supernatural. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Supernatural a été très importante à une époque de ma vie, il y a très très longtemps. Enfin, ça fait 10 ans quand même que j'étais fan de Supernatural. Ça fait presque 4-5 saisons que je ne regardais plus la série, où j'avais vraiment perdu tout intérêt. Donc j'avais abandonné la série depuis trop longtemps pour être émotionnellement très impliquée dans ce qui se passait. Le final était ce qu'il était, il était, je pense, extrêmement bâclé. Enfin pour moi, le problème n'est pas le final dans Supernatural. Pour moi, c'était un problème qui datait d'il y a déjà fort longtemps. Et on pouvait pas rattraper une série qui avait déjà commencé à couler en un épisode. C'est mon humble avis. Je suis un peu indifférente à ce final. Oui. Et, Jodie, le prochain moment fort est un de mes passages préférés de la nouvelle série qui est un remake de la série True Crime Unsolved Mysteries qui raconte des histoires, donc c'était des documentaires d'affaires non résolues, des meurtres, des enlèvements, des aliens, un peu tout, enfin c'est complètement ce que j'aime. Il y a eu un épisode très très dur, pas rigolo du tout, sur ce qui s'est passé en France avec Xavier Dupont de Ligonnès. Donc c'est la première fois que je voyais un épisode en français dans cette série qui est américaine, et je pense que les gens qui ont fait le montage sonore de cet épisode ne parlaient pas français, puisqu'ils ont
un peu fait des bouts de phrases avec ce qu'il pouvait, et ça donnait des moments absolument hilarants dans un épisode qui ne l'était pourtant pas du tout, mais j'imagine les pauvres monteurs américains en train d'essayer de mettre des bouts de phrases en français. Ça donne un petit côté Siri en fait. C'était une famille unique et unie. Moi, ce que je pense, la théorie, c'est qu'en France, on a un problème. On dit tout le temps « tout le temps. Et je pense qu'ils ont essayé de couper tous ces « Ça a donné ce que ça a donné, parce que c'était vraiment assuré, limite, un mot sur 3. Ils ont peut-être voulu gagner du temps, ou peut-être qu'on parle trop, qu'on met trop de mots, et il faut rentrer ça dans un petit... Le prochain moment est un moment très très fort, comme tout ce qu'on vient d'entendre. Bref. L'officialisation de l'adaptation en série du jeu vidéo The Last of Us, dont nous sommes extrêmement fans, et nous sommes très heureux, d'autant plus que c'est le créateur de Tchernobyl qui est aux rênes de cette série. Tchernobyl reste une de mes séries préférées, je la revois régulièrement, je suis toujours abasourdie du génie derrière cette série. Je pars confiante envers cette adaptation de ce jeu vidéo. Tu revois Tchernobyl? Ensuite, nous avons un moment dont nous avons déjà fait référence dans notre série télé, mais il le fallait parce que c'était un grand moment de télévision et un grand moment de l'émission de RuPaul Drag Race. C'était le lip-sync de Widow contre Jackie Cox sur la chanson de Katy Perry Fireworks qui a fait pleurer les juges. C'était plein d'émotions. Jackie Cox portait une tenue qui aurait dû, je pense, lui faire gagner l'épisode au lieu de la mettre dans le bottom. Mais enfin voilà, c'était un très 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 beau moment de télévision. Cette saison était vraiment bien. Bon, on va pas la débriefer là tout de suite parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était vraiment une très bonne... Allez, c'était une très bonne saison, les lip-syncs étaient bons. Non, franchement, c'était un super casting, c'est complètement tragique qu'ils n'ont pas pu avoir leur petite tournée habituelle, annuelle, dans tous les États-Unis. Donc il y a la saison 13 qui arrive et j'ai peur qu'on oublie le casting de cette saison 12 à cause du Covid. Et même en général, les drag queens du monde ont besoin de travailler et c'est pas facile de travailler dans un lieu de travail qui est fermé à cause de la pandémie, donc j'espère que tout ceci va être vite réglé. Si on va accueillir avec joie la saison 13, qu'on n'oublie pas nos petites candidats de la saison 12 qui ont été vraiment extraordinaires, qui nous ont délivré une super saison. Ensuite, nous avons le succès de cette série Normal People, que nous n'avons pas regardé, mais qui a l'air de vous avoir rendu très heureux et heureuse. Et rien qu'en ça, c'était un moment fort de 2020. Voilà, comme on dit, on aime les gens qui aiment les choses. Autre chose dont on a fait référence dans notre dernier épisode, The Crown aura effectivement 6 saisons. On va pas revenir là-dessus, mais d'où. Ensuite, en moment fort, nous avons l'erreur que j'ai faite avec la dernière saison de Dark, qui est une série Netflix allemande, à l'intrigue extrêmement compliquée, où c'est toujours un peu difficile de se remettre dedans parce qu'il y a tellement de personnages et tellement d'histoires abracadabrantesques. Et j'ai fait l'erreur de faire une pause, de regarder 2 épisodes et de me dire « Ah, je vais arrêter une semaine et reprendre ». Et je n'ai toujours pas repris. Et du coup, depuis, je n'arrive pas à reprendre l'ultime saison de Dark. Je vais être obligée de revoir les épisodes que j'ai déjà vus, mais j'ai pas envie de les revoir. Du coup, je ne regarde pas cette saison 3 et j'ai l'impression que je ne vais jamais finir cette série. Et c'est un moment fort, mais grave de 2020. Envoyez vos messages. Faites-moi un PowerPoint récapitulatif. Ensuite, avec Joël, il faut savoir, on a un de nos true crime préférés, s'appelle Wild Wild Country, qui est un true crime sur une secte qui est vachement bien, qui est son Netflix que vous devez regarder, qui est extraordinaire et qui nous a rendu compte que ça pourrait être un sujet fascinant, les sectes pour des true crime. Ce qui nous a fait jeter sur cette histoire, si vous vous souvenez, de cette histoire de Allison Mack, l'actrice de Smallville, et tout d'un coup, un jour, on a eu une news comme quoi elle était chef d'une secte sexuelle où les gens se marquaient au fer rouge. Bon, on a appris ça il y a des années, on a tous fait une blague dessus, on a tous fait un mème, c'est rigolo. Les choses sérieuses commencent où effectivement il y a un true crime qui s'appelle The Vow qui est consacré à cette secte et qui fait partie d'un réseau de toute une secte qui s'appelle Nexus. Nexium, voilà, ils sont tous devenus des spécialistes de Nexium et de Genès et de je sais plus quoi, DOS et je ne sais plus comment s'appellent les autres sectes. En même temps, j'ai l'impression de bien maîtriser le sujet et en même temps, je suis énervée que mon cerveau soit pollué par ces infos liées à cette secte horrible. Parce qu'il n'y a pas eu que The Vow, il y a eu une autre mini-série qui s'appelle Seduced et en même temps que ça, il y avait un podcast qui sortait. Autant vous dire qu'on a mangé d'une
Nexium cette année. J'ai l'impression qu'on pourrait vous faire un exposé sans aucune note, parce que les noms des gens et les noms des sous-sectes me sont gravés dans ma tête à jamais. Et donc c'est ainsi que 2020 nous a rendus experts en cette secte. Seduced est mieux que The Vow, qui est un peu longue et un peu craigneuse à certains moments. Oui, c'est ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Le le traitement de The Vow. Eh ben, en parlant de boue et de trucs moches et craigneux, nous avons la robe moche de Drag Race Hollande. Qui ressemble à du jambon blanc. Moi, je trouve que ça ressemble à des feuilles de gingembre. En fait, cette robe, ils auraient dû nous la montrer à la fin. Pas nous la montrer dès le début, et la montrer à chaque épisode, parce qu'au début, ils disaient « Oh, elle est sympa », et plus les épisodes avançaient, et plus on trouvait un truc qui allait pas. Il aurait amené à la fin, on aurait fait « Oh, c'est trop bien, ça change de la couronne », mais là, il y avait trop de temps pour voir que cette robe était affreuse. Alors ensuite, nous avons eu cette série produite par Netflix, écrite par RuPaul, qui s'appelle AJ and the Queen. J'ai tenu un épisode devant cette série qui n'était pas très très bonne, je trouve. Mais il y avait quand même énormément de drag queens venant de l'émission RuPaul Drag Race. Donc rien que pour ça, j'avais regardé le premier épisode. Et il faut le moment fort, et le moment où Alexis Mateo est arrivé et nous a balancé son célèbre BAM. Je crois que c'est le plus beau qu'elle ait fait de sa carrière, et c'était très très beau. Et alors que la série m'a peu convaincue, le BAM d'Alexis Mateo mérite une place dans les moments forts de 2020. Dans la série des séries que tu suis mais que je ne suis pas, mais que j'ai l'impression de suivre tout aussi intensément parce que tu me racontes à chaque fois ce qui se passe, nous avons la série Quiz. Qu'est-ce que c'est la série Quiz ? La série Quiz, parce que oui, dans ce top, il n'y a pas que des petits moments, il y a aussi juste des séries, et la série Quiz mérite qu'on parle d'elle. Elle a été écrite par James Graham et c'est réalisé par Stephen Frears, qui est le réalisateur des Liaisons dangereuses, de The Queen, et qui vous raconte cette histoire absolument dingue, dont je n'étais pas au courant, qu'il y avait eu un soupçon de fraude dans le Qui veut gagner des millions anglais, où il y avait soi-disant un complice du candidat dans le public qui toussait à chaque fois que le candidat disait les réponses pour lui indiquer que c'était cette réponse-là. Le candidat en question a gagné, il a gagné le million, et il y a eu ensuite une enquête parce que c'était soi-disant pas crédible qu'il ait gagné et tout ça. Et la série qui met en scène Matthew McFadden, qu'on aime beaucoup, et celle qui joue la sœur dans Fleabag, et il vous raconte l'histoire de cet homme, de sa femme, et s'ils ont ou pas triché pendant cette soirée fatidique. C'est une mini-série de 3 épisodes, ça se regarde tout seul, le suspense est à couper au couteau, c'est génial, c'est super bien joué. C'est Michael Sheen qui joue le présentateur de Qui veut gagner des millions. Enfin voilà, petite série, très efficace, très courte, mais qui... Génial. Ensuite, nous avons cette chanson Toss a Coin to Your Witcher qui vient de la série The Witcher, dont je n'ai regardé qu'un épisode car malgré le fait que j'aime beaucoup le jeu vidéo, je n'ai pas aimé la série. Mais vous avez tous été chiants avec cette chanson parce qu'elle était partout et j'ai été obligée de l'écouter. Et effectivement, elle est géniale et j'arrête pas de l'écouter depuis. En grand moment fort de 2020, il y a également cette scène dans The Boys où les 3 personnages féminins principaux s'allient ensemble pour tabasser une super-héroïne qui n'était pas une super-héroïne, qui était en fait une sale nazie, et qui la tabasse en la traitant de nazie. Et c'était délicieux. Et ensuite, tout le monde le sait pas forcément, mais je suis quelqu'un qui est toujours très en retard sur ces séries. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu How to Get Away with Murder, mais cette année, j'ai vu Next in Fashion, qui est une série de 2019. Je sais pas si mal Next in Fashion. J'ai l'impression que tout le monde l'a boudé. L'émission est cool, il y a très peu de drama. J'ai jamais vu une télé-réalité avec aussi peu de drama. C'est vraiment cool, Next in Fashion. Il faut savoir que les Emmys cette année n'ont pas eu lieu avec de la présentielle. Chaque nominé était chez eux et chez elles, et c'était via webcam qu'ils apprenaient s'ils avaient gagné ou pas, et ils avaient une réaction via Zoom. Du coup, la question c'est vrai que se posait, c'est comment on leur apporte la statuette, parce qu'ils avaient quand même la statuette dans les mains. Et il s'avère qu'on leur apportait la statuette dans une espèce de combinaison complètement science-fictionnesque, complètement noire, et donc c'était très très drôle. Et évidemment, et quand tu perds, il repart, donc tu vois le petit monsieur qui repart avec la statuette de chez toi. D'immenses combinaisons qui étaient un peu too much, mais bon, la blague était drôle. Et voilà, il ne partait pas, il était derrière à toquer genre au revoir avec la statuette. Ensuite, moment fort, Ruby Rose qui quitte Batwoman. On ne regarde pas la série.
On n'a pas compris si elle est partie, si elle a été renvoyée, c'était un peu flou. Moment fort, parce que je pense que ça a laissé tout le monde sur Twitter en... Quoi hein de comment parce que elle jouait quand même Batwoman dans une série qui s'appelle Batwoman, donc c'est un peu embêtant, mais c'est un moment fort qui est devenu un moment cool puisqu'elle a été remplacée par une jeune actrice qui s'appelle Javicia, j'espère que je prononce bien son prénom, Leslie, et c'est très cool et ça me donne presque envie de reprendre la série que je n'avais pas trop aimée avec Ruby Rose. Autre moment fort, c'était quasi l'unique blague du 30 Rock Reunion que nous avons eu cette année, qui n'était pas excellente, mais le seul passage qui m'a fait hurler de rire, c'était l'époque où cette année on applaudissait tous à 20h, et que le personnage de Jenna, qui est tellement un but de sa personne que c'en est extrêmement drôle, elle s'était mis dans la tête que les gens l'applaudissaient elle à 20h, donc elle se met... Elle se met au balcon et dit Thank you New York. Il y a quelqu'un qui fait It's not for you. Et ensuite on a eu oh mais c'est passé trop vite, The Crown est arrivé trop vite dans nos vies. La bande-annonce est arrivée, c'était merveilleux, on était si content, à la fois un peu excité et inquiet de voir comment les rôles allaient être abordés, surtout de la part de Gillian Anderson. Mais on a été complètement subjugués, et excités et nerveux de vite retrouver cette saison. Et elles sont vraiment bien les bandes-annonces de The Crown. Je me souviens celle de la saison 1, elle est longue, elle fait 5 minutes, mais je l'ai regardée en boucle. Elle est géniale. Mais ouais, les bandes annonces de The Crown sont presque aussi bonnes que les saisons elle-même. Alors on continue dans la série. Sébastien découvre des séries qui datent de pas 2020, puisque Sébastien a regardé Un village français. Je vais pas rentrer dans les détails de comment je pioche les séries. Je pioche les séries au hasard dans ma liste d'attente et je suis tombé sur Un village français. Je dis bon, allons-y. Bon, j'ai vu 2 saisons. Au début, je trouvais ça va vite. Je regarde 6 épisodes, la saison s'enchaîne, il y en a 7 et puis j'ai rendu compte que les saisons étaient de plus en plus longues et je me suis vu passer tous mes matins à me taper la France de l'occupation. Franchement, je me suis dit non, la vie est trop courte et j'ai pas besoin de ça. Il y a des trucs qui me font beaucoup plus envie qui m'attendent. J'ai vu 2 saisons, ça m'a suffi, c'était sympa, c'était bien joué, c'était bien écrit, la musique était sympa. Il y a des choses que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi le couple du médecin et de sa femme, joué par Audrey Fleurot, s'aimaient tout d'un amour tendre au début de la saison et à la fin ils se détestaient. J'ai cru qu'ils allaient se pousser dans l'escalier l'un l'autre. Je commence Un village français, Julia. Et 2 jours plus tard, j'ai arrêté Un village français. Pendant le confinement, Trixie Mattel a commencé à faire des recettes sur sa chaîne YouTube. Donc ça ne compte pas vraiment comme des séries, mais techniquement c'est comme une série, une chaîne YouTube. Donc je le mets dans ces moments forts de sériphiles. Et elle a commencé à faire des gâteaux dans des Easy Bake Oven, des fours pour enfants. Et le premier épisode où elle essaie de faire des cookies dans un Easy Bake Oven qui date des années 90, et avec un mix de pâtes à l'intérieur qui date aussi des années 90. Et elle a tenté de faire ça, le résultat était absolument dégueulasse et c'était à mourir de rire. Et j'ai tellement regardé cette vidéo pendant le confinement que je pense que j'ai effrayé Sébastien. Mais elle est très très drôle, allez la regarder. C'est vrai. Autre moment fort qui n'est pas forcément drôle, même pas drôle du tout, mais qui était très très beau, c'est dans la série Shrill, qui est une série extraordinaire, créée, écrite et joue dedans Eddie Bryant, qui est dans le casting de SNL en ce moment. Donc c'est une série incroyable, j'en ai déjà parlé. Et cette année, elle a montré quelque chose que je n'avais jamais vu montrer dans une série, où elle part à une convention pendant une journée entière, et donc son personnage est celui d'une femme grosse. Elle se retrouve à avoir des éraflures à l'intérieur de ses cuisses, qui est quelque chose de très très courant chez les femmes grosses, et même chez les personnes grosses. Et c'était très émouvant. J'avais jamais vu ça dans une série. Elle le montre visuellement, c'est quelque chose qui m'arrive constamment. C'était vraiment très très émouvant, c'était un petit détail que peut-être des personnes pas concernées pourront pas trop se rendre compte à quel point c'est fort de voir ça, mais je n'avais jamais vu visuellement ce genre de choses à la télévision et ça m'a retourné. En moment fort, nous avons l'intégralité de la saison 2 de L'Amica Geniale, adaptation du roman de Elena Ferrante. Saison 1 qui était excellente, c'est une série italienne. La saison 2 était encore meilleure, c'est une série incroyable, regardez-la, je pourrais en parler des heures. Et alors, est-ce qu'elles sont toujours amies après 2 saisons? C'est tout le thème, Sébastien. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'ils ont monté la comédie musicale dans Smash? On ne le sait pas, même à la fin, on ne le sait pas. J'en sais rien, bref. Autre moment très très fort dans cette série géniale qui s'appelle P-Valley, qui raconte l'histoire de stripteaseuses dans l'état du Mississippi, au fin fond des États-Unis. Et il y a une scène où l'actrice qui s'appelle Brenda Evans, elle monte sur le pôle, elle grimpe dessus et elle met ses jambes au
plafond et elle danse sur le plafond en se tenant sur le pôle. J'ai halluciné, c'était incroyable, c'est un moment très fort. Et ensuite, on a She-Ra qui a terminé sa série en criant Gay Right. Spoiler, je vais vous parler un peu de la fin de She-Ra, mais bon, c'est toujours un peu frustrant quand les gens veulent qu'on mette des spoilers alert pour des orientations sexuelles, parce que dans ce cas, on ne peut plus en parler, c'est dommage, pour parler de grands événements où She-Ra a fait un peu quelque chose de très... a eu une fin très classique où l'amour vainc plus que tout et les personnages qui se connaissent depuis le début de la série finissent ensemble à la fin et s'embrassent par un moment de passion et relâchent l'amour et résout le grand conflit de la série, et ils l'ont fait avec un couple de femmes et c'était incroyable. Et on a ce moment en fait qu'on a toujours eu avec des couples hommes-femmes depuis le début, et là on avait vraiment... c'était vraiment extraordinaire, c'était puissant comme tout. Et la victoire d'une série que tout le monde adore et qui est chère au cœur de beaucoup de gens, la victoire de Schitt's Creek aux Emmy, qui a tout raflé. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur second rôle, acteur-actrice. Mais ils ont une meilleure série aussi, meilleure série comique. Ils ont une meilleure série comique, ils ont tout eu et ils ont pas démérité parce que c'est une série très très drôle. Et on a pu voir Dan Levy regarder son papa gagner un Emmy, c'était très émouvant. Et il portait un kilt et il était terriblement sexy. Oui. Je dois également citer dans cette liste, je mets toutes les scènes avec Shalita Grant, qui est la nouvelle arrivante au casting de l'extraordinaire série qui est Search Party. Elle a volé la saison à tout le monde, même si c'est pas entièrement vrai parce que j'aime tout ce casting. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle était drôle. Elle jouait l'avocate d'un des personnages qui en a besoin de cette saison 3. J'adore quand des acteurs font des choses qu'on n'a encore jamais vues. Je n'avais jamais vu cette personne, cette manière de parler, cette manière de fonctionner. Elle a complètement... J'espère qu'ils lui ont donné carte blanche pour créer ce personnage. Elle était juste incroyable, elle vole toutes les scènes et rien que pour elle, commencer Search Party, qui est une série extraordinaire. Je mets ce moment en 2020, même si je sais que c'est une série de 2019, mais moi je l'ai vue en 2020, donc je fais ce que je veux. J'ai mis l'arrivée du personnage de Regina King dans Watchmen, qui est une série extraordinaire, et son personnage est dingue, et l'arrivée de ce personnage est une des choses les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. Tout est parfait dans cette scène, la musique, le montage, on comprend comment fonctionne ce personnage, rien qu'avec la réalisation et la manière dont Regina King bouge, c'est dingue. C'est fou. Ensuite, encore quelque chose dont on a déjà parlé dans notre récap de The Crown, on a beaucoup parlé de The Crown. Emma Corrin, qui était là juste pour une saison et qui a volé la vedette à tout le monde, qui a volé la vedette à Olivia Colman, grande actrice oscarisée, BAFTAisée jusqu'au trou de nez. Je prends ça. C'est ça. Petite chose du haut de, je sais pas quel âge, elle doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça, qui est arrivée. Non. Et qui a tout raflé. Elle est arrivée puis elle est partie parce qu'on ne la verra pas pour la suite. C'est Elisabeth Dick. Elle est australienne. Ah oui, elle est grande. Évidemment. Le prochain moment fort de 2020 est cette réunion Zoom de l'intégralité du cast de Community qui a relu un épisode via Zoom. C'était très 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 drôle et très émouvant. Même Donald Glover était là. C'était génial. Et nous allons enchaîner tout de suite avec le prochain de notre liste des moments forts de 2020, puisque le prochain c'est Pedro Pascal dans cette même lecture de Community, de cet épisode. Même s'il n'était pas dans l'épisode, il était là pour faire acte de présence et il jouait le rôle d'un personnage qui n'avait pas pu se déplacer, enfin non, qui pouvait pas faire la lecture. Et donc c'était très cool de voir le joli visage de Pedro Pascal qui est si tendre à nos cœurs. Ensuite, et une bonne coïncidence, cette année, pendant la seconde quarantaine, je me suis fait To the Good Place. On a commencé le premier soir, ça arrive au même moment. Et c'est une excellente série, je comprends pourquoi vous avez été tous en boucle dessus sur internet pendant des années. Et le final est effectivement parfait. Je me demandais comment ils allaient arriver jusqu'au bout et comment ils allaient terminer cette histoire-là, comment ils allaient conclure un peu la morale de ce que voulait dire la série au final. Et ils l'ont très bien fait. Il n'y a rien à toucher. Ensuite, on est à la saison 3 de Killing Eve qui semble dater d'une autre époque, parce que ça date d'il y a très longtemps, où on s'est fait encore avoir, comme à chaque fois, avec ce personnage, où peut-être nos préconçus sur les personnages féminins, on se dit « Non, mais elle a un peu d'empathie », ou elle a un fond maternel », ou c'est une vraie anti-héroïne, elle a zéro empathie, et les moments où on croit qu'elle va être gentille avec tel personnage, elle le tue froidement sous nos yeux, et à chaque fois on se fait avoir. Enfin en tout cas moi à chaque fois je me fais avoir, et à chaque fois je suis frustré et énervé, et c'est encore arrivé dans cette saison-là où il lui donne un stagiaire, enfin un mec qu'elle doit former en alternance dans le métier de tueur à gages. Ah mais
mais ça va être ça cette saison, elle va avoir un sidekick et on va voir peut-être qu'ils vont peut-être voir le côté masculin du tueur à gages et le confronter au côté féminin de Villanelle de la série qui veut parler de ça, du genre non, elle l'a tué au bout de 10 minutes. Bon, peut-être pas 10 minutes, mais elle l'a tué au bout de 4 séquences. Ça recommence. Dans la liste des séries dont j'ai l'impression d'être la seule personne au monde à la regarder, j'ai l'impression que Homeland, parce que je vois personne en parler. De toute façon, tout le monde a laissé tomber la série, ce que je comprends toutes les critiques qu'il y a autour de Homeland. Mais c'est une série qui à chaque fois me fait ronger les ongles jusqu'au sang. Et on apprend à la fin que Carrie Mathison a écrit un livre, et donc je vais la mettre dans ma wishlist pour Noël, et voir les gens devenir fous à ne pas trouver ce bouquin. En grand moment de 2020, nous avons aussi vos live tweets de Emily in Paris, que nous n'avons pas regardé, que nous ne regarderons jamais, mais vous nous avez beaucoup rire. Ensuite, on a eu un très bon moment à la victoire de spoiler qui a gagné la saison 2 de RuPaul's Drag Race, Jada Essence Hall, et c'était tout mignon parce que tout le monde était coincé chez soi à célébrer la victoire à cause de la pandémie, et plein de gens ont fait un défilé devant sa maison. C'était des images très belles et très émouvantes. C'était littéralement un cortège. Il y avait un cortège, mais à perte de vue jusqu'au fond de la... Les voisins devaient être ravis. Grand moment fort de 2020 qui deviendra peut-être un moment fort de 2021. Il y aura apparemment du sexe dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux en série télé. Comme vous pouvez savoir, j'aime un peu le Seigneur des Anneaux. Vous l'avez pas encore bien vu ce côté-là. Ouais. Ouais. Le jour où on fera une vidéo, parce qu'on va faire une vidéo sur cette fucking série, où on va unleash the Kraken, quoi. C'est un peu ma raison de vivre. J'ai 2 tatouages dessus. Et donc voilà, je ne sais pas que penser. C'est vrai que l'univers du Seigneur des Anneaux est très, je trouve, asexué. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime bien, je pense. Mais pourquoi pas? J'aime tellement cet univers que je suis ouverte à tout. Donnez-moi. Je verrai après. Nouveau moment fort, la fin de cette série dingue qui a été How to Get Away with Murder. Je ne mettrai pas le final entier, mais je mettrai les dernières minutes de ce final, où je me suis dit jusqu'au bout, mais comment ils vont faire ça? Sachant que ça faisait déjà 2 saisons que je ne comprenais plus rien à ce qui se passait, je regardais uniquement pour les personnages et pour Viola Davis. Vraiment, il restait, je voyais ma timeline approcher, j'ai mis là, il reste 5 minutes et c'est pas fini. Et en 6 minutes, ils ont tout enveloppé. J'étais en larmes. J'ai pris une photo de moi après. J'étais dans un état, mais alors que j'étais pas très... Je me dis, bon, allez, c'est la fin de la Murder. Oh, non. C'était l'horreur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était incroyable. C'est un des meilleurs finals que j'ai vu de ma vie. J'ai adoré la fin de cette série. Ça m'a fait presque oublier les défauts que je lui ai trouvés dans ces dernières saisons. Et j'enchaîne tout de suite avec le prochain article de notre liste, qui est le monologue de Viola Davis dans ce même final, qui, pareil, te fait pleurer toutes les larmes de ton corps. Qu'est-ce qu'elle est talentueuse et qu'est-ce que cette série a su la mettre en valeur. Elle a tout donné pour cette petite série de Network où elle brillait de 1000 feux. Je la remercie parce que c'était vraiment c'était une sacrée aventure quand même cette série. Dexter a été renouvelé en 2020, comme si on n'avait pas besoin de plus de confusion cette année. On doit avouer que la réaction d'internet au moment de l'annonce était hilarante, parce que je crois que je n'ai jamais vu une annonce reçue avec aussi peu de joie et d'expression. C'était genre, vraiment... Oh non, c'est pas le... Non, mais qui? Genre, personne n'était content, mais genre, qui voulait ça? C'est trop tard, c'est fini. On est des nouvelles personnes. Nous, on aime The Mandalorian et Ted Lasso maintenant. Les anti-héros des années 2000, c'est terminé là. C'est terminé, on veut plus de ça. Alors, un grand événement qu'on a eu juste avant qu'on disparaisse tous dans nos appartements, dans nos pyjamas sales, a été le Super Bowl, le halftime show. De toute façon, j'ai l'impression que les gens ne regardent le Super Bowl que pour le halftime show maintenant. Et donc, on a eu ce moment merveilleux de Jennifer Lopez et Shakira. Tout ceci n'a rien à voir avec les séries. Mais c'est la télé, techniquement. Mais c'est la télé, on était contents, c'est la pop culture. Tout se nourrit les uns et les autres, c'est les vases communicants et c'était merveilleux. On est Jennifer Lopez, elle a un Christ sur sa pole dance en train de tourner, c'était merveilleux. Le prochain sur la liste n'est pas un moment, mais plutôt des gens, puisque nous avons mis l'intégralité du casting de The Haunting of Bly Manor, qui a été une saison incroyable, et un casting, je veux me marier avec tous les membres de ce casting, ils étaient tellement talentueux, on les aime, gloire à eux.
et à elle. Ensuite, le truc qui était très très drôle, qui a été fait dans une série que vous ne regardez pas, Bold and Beautiful en français, c'est quoi? C'est Amour, gloire et beauté. C'est une vidéo très drôle où on se rend compte que pour éviter de rapprocher trop les acteurs pendant la pandémie, c'est un chant contre chant et on voit que l'actrice en fait est un espèce de mannequin tout rigide et on voit l'acteur, il pose même sa main sur le bras du mannequin, on voit le bras qui bouge comme ça et il se penche vers elle pour l'embrasser et on voit vraiment que c'est une perruque, que c'est un truc hyper rigide, c'est très drôle. Et dans les choses que Bing Watch, Julia à en perdre la raison et à me terrifier sont les Light to Watch, qui est une série YouTube de Trixie et Katia qui regardent des séries ou des films même sur Netflix, qui donnent leurs réactions en même temps. Mais c'est très très drôle, c'est devenu culte, limite aussi culte que leur émission à elles qui s'appelle Oh. Et on regarde ça en boucle. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quel est notre préféré? Elles ont fait AJ and the Queen qui était incroyable. Voilà, si vous avez même pas besoin de voir AJ and the Queen, regardez leur vidéo dessus, elle est très drôle. Je reviens sur Love is Blind qui a été un guilty pleasure assez peu évident à assumer cette année. Notamment le personnage de Jessica qui a été... je sais pas, il est vraiment confus le personnage de cette femme qui se déclarait comme la vieille femme du casting. Alors je crois qu'elle a 35 ans, donc on va arrêter 2 secondes quand même. T'avais l'impression des fois qu'elle disait non mais je suis vieille, comme si elle allait mourir dans... Voilà, je suis la doyenne, j'ai 84 ans. Bref, elle était un peu étrange par moment, et il y a notamment cette séquence assez incroyable où elle boit dans un verre de vin comme The Good Wife, où elle boit et en même temps qu'elle boit, elle donne une gorgée à chaque fois à son chien qui boit avec sa grosse langue, puis après elle se remet à boire. Je soupçonne quand même l'émission d'avoir fait, je pense, pas mal boire ses candidats pendant ces émissions. Ça donnait des séquences vraiment gênantes et inconfortables à regarder par moments. C'est vraiment pas la meilleure télé-réalité de cette année. Ça m'a fait rire pour certains passages, ça m'a fait cringer violemment à d'autres. Un moment que nous avons adoré dans le nouveau succès de HBO The Undoing, mettant en scène Hugh Grant et Nicole Kidman. Nous ne mettons pas la série entière dans les moments forts de 2020, mais plutôt cette scène incroyable où Nicole Kidman tente d'utiliser un iPhone en tapotant telle une virtuose jouant du Litz. C'était absolument incroyable. J'ai revu la scène 1 milliard de fois pour essayer de comprendre ce qu'elle essayait de faire. Elle fait une espèce de... Et après elle appelle quelqu'un. Et dans les choses efficaces, nous avons Le Mandalorien. Quoi de plus efficace que cette série pour nous faire tout ressentir, toutes les émotions. S'il ne pouvait avoir qu'une série, ça pourrait être que celle-là. Et donc ce qu'on a beaucoup aimé, c'est bébé Yoda qui lève les petits bras, ses tout petits bras. Quand il y a le vaisseau qui descend, comme s'il était dans un manège, il est content, il n'a aucune conscience du danger. Ensuite, dans la liste, nous avons Baby Yoda, qui, quand à un moment, il est dans un sac, et il se cache dans le sac, et il y a du coup, ses oreilles sont trop grandes. Et du coup, quand il se met dans le sac, ses oreilles, elles font... Flop, incroyable, chef-d'œuvre. Et ce moment affreux où bébé Yoda a été lancé dans la bouche d'un monstre marin. J'ai poussé un cri devant la télé. Puis ça allait tellement vite, tu es surpris comme le Mandalorien. Oui, pardon. La genre... Allez, la suite, passons un peu à autre chose, ou pas, puisque le prochain dans notre liste, c'est Baby Yoda, qui dit Patou. Parce qu'il commence à parler, et à chaque fois, il regarde, il fait Patou. Allez, la suite, Sébastien, passons un peu à autre chose. Et bah la suite, c'est bébé Yoda qui dit Patou. Voilà, et on a le Mandalorien qui rit. C'est la première fois qu'il rit. Tu l'imites super bien. Ça a annulé tout 2020. Dans les grandes tragédies de cette année, nous avons la fin un peu terminée brusquement de la saison 4 de The Good Fight, qui est une série qui parfaite. Meilleure série actuelle. Voilà, plié bagage, et ils ont pas mis la saison en pause, ils ont dit bah on va arrêter là. Ils ont tourné vite fait une scène avec 2 acteurs pour conclure l'intrigue qui avait été lancée pour cette saison sur un mémo qui démontrait une espèce de corruption dans le système judiciaire aux États-Unis. Et si vous regardez pas The Good Fight, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez-y tout de suite. Pas besoin de regarder The Good Wife avant. Autre moment absolument incroyable dans cette série géniale qui est Ted Lasso, quand Juno Temple était dans les gradins d'un stade de foot, puisque la série parle de foot, et qu'elle a crié le nom de l'arbitre qui se dit referee en anglais, et qu'elle l'a dit, c'était un des meilleurs line reading que j'ai jamais vu de ma vie. Comment elle le dit? Elle fait referee avec son accent british. C'était délicieux. J'adore Juno Temple et j'adore Ted Lasso.
Une des meilleures séries de 2020. Un autre moment qui était une bonne nouvelle, la désannulation de Tuca et Bertie, une excellente série d'animation qui avait été injustement annulée par Netflix et qui revient. Du coup, le prochain Et ensuite nous a amené fort, au prochain moment fort, moi, Sébastien. qui avait complètement oublié la désannulation de Tuca et Bertie. Et quand on a bossé cet épisode, Gia l'a mis dans la liste et je fais mais comment Tuca et Bertie ont été désannulés? Mais c'est merveilleux, mais c'est super. Voilà. Ce n'est pas un moment, mais plutôt une personne. Nous avons mis la beauté de Harvey Guillen, qui est un des personnages principaux de What We Do in the Shadows, qui est... on ne parle pas assez d'à quel point cette personne est belle, physiquement. C'est fou quand même. Mais oui, il est mignon comme tout. Des fois, je tape son nom sur Google et je regarde son visage, incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau, pourquoi personne n'en parle? Bref. Quelque chose de lié à The Circle, qui a été une obsession pour moi cette année, une télé-réalité sur Netflix, qui vient en fait d'Angleterre. Il y a eu... Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 4 versions de The Circle, anglaise, américaine, brésilienne et bien sûr française. Je les ai évidemment toutes regardées. Et la française était pas trop mal, notamment grâce, et c'est ce moment que je mets dans les grands moments de 2020, cette candidate, qui est la première candidate à partir. En gros, le concept de ce Circle, c'est que les personnages sont dans des appartements séparés les uns les autres, et ne peuvent se contacter que via un réseau social, un faux réseau social. Donc ils ne peuvent jamais se voir physiquement, ils peuvent que chatter, faire des défis, faire des alliances et tout ça. Une fois par semaine, il faut en éliminer un ou une, et la personne éliminée peut aller rencontrer physiquement l'une des personnes de l'immeuble. Donc généralement c'est l'occasion d'aller voir quelqu'un avec qui on a bien papoté, ou aller demander des explications sur tel truc que quelqu'un a fait. Mais nous sommes en France, la télé-réalité est là pour nous donner des grands moments de good TV. Donc la première personne éliminée est allée voir le gars qui l'a éliminé pour lui demander des comptes. C'est littéralement genre, pourquoi tu m'as éliminé? Et le gars était, je crois qu'il s'appelait Cédric, il était complètement pris au dépourvu, genre, bah, parce que c'est un jeu. Ah ouais? Et pourquoi moi? Ben, je sais pas, faut que quelqu'un parte en premier. Et c'est parti en cacahuète, et c'est la première fois que ça fait ça dans cette émission. J'avais jamais vu quelqu'un réagir comme ça, et j'ai trouvé ça très drôle que ça arrive dans The Circle France, et ça ne m'étonnait guère. Dans cette espèce d'inflation de séries de Drag Race qu'on a un peu partout dans le monde, cette année, ils se sont essayés d'un truc, ils ont fait une espèce de RuPaul Celebrity Secret Drag Race. C'était bizarre. On sait toujours pas quoi trop penser de cette émission. Elle était là. Elle était là. Moi, j'ai reconnu pas mal de gens, mais c'est vrai qu'on savait pas qui était qui. Puis je suis toujours un peu mal à l'aise quand on met en compétition des associations, même si bon, tout le monde se retrouve avec de l'argent à la fin, c'est toujours un peu bizarre. C'était sympa. Heureusement que c'était court. Heureusement qu'il y avait que quelques épisodes. Nouveau moment fort, Quibi. Voilà. Bye. Ensuite, un moment un peu émouvant, puisque le passeport de Serena van der Woodsen, personnage de Gossip Girl, a expiré cette année, en 2020. Voilà. On lui souhaite une prompte démarche administrative. Ensuite, nous avons la série Run, qui n'était pas bien du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est la série que tu détestes. C'est pas que je la déteste, mais on va dire que je pensais vraiment que j'allais adorer cette série, et j'ai vraiment détesté. Je crois que j'ai... c'est pas que je déteste, mais que je déteste, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que j'aime pas dire que je déteste, mais... Oui. Je sais pas, non, c'était vraiment pas bon. Et j'ai rarement vu des personnages aussi détestables que ces deux-là. J'avais envie de les pousser hors du train. Mais c'est toute la série, ils sont dans un train? Zendaya obtient cette année son premier Emmy pour son travail incroyable, sa performance géniale dans Euphoria. Et elle était entourée de sa famille et de son équipe. C'était très émouvant. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Bravo, et j'ai hâte de voir la prochaine saison de cette série. Donc Gillian Anderson, valeur sûre, on l'aime, et voilà. Appelle-nous. Un moment très fort, pas que pour nous je pense, quand on a découvert que Pedro Pascal, qui double et joue parfois physiquement aussi le personnage du Mandalorian dans la série The Mandalorian, quand il est en post-prod et qu'il enregistre ses dialogues pour imiter Baby Yoda, il prend un tout petit coussin qu'il prend contre lui pour essayer de se mettre dans le personnage, et ça donne des photos absolument trop mignonnes, où il est super affondant avec son petit coussin blanc dans la main là.
Alors on a eu un moment très drôle que je pensais que c'était de l'année dernière, mais pas du tout, c'est cette année. C'est au moment où RuPaul fait avoir une crise cardiaque à Jimmy Fallon. Et Jimmy Fallon montre une couverture de magazine que RuPaul a fait la une cette année-là. Et il disait, donc c'est merveilleux, c'est la première fois qu'on a une drag queen qui pose en une de ce magazine. Et RuPaul fait... Une drag queen! Un drag queen! Et là, on voit Jimmy Fallon qui commence à mourir intérieurement de ça y est, je suis cancel, qu'est-ce que j'ai pas dit? Et RuPaul qui fait ce n'est pas une drag queen, je suis la reine des drag queens, I am the queen of drag. Ah, on sent le soulagement. Mais sa vie défilait devant nos yeux, c'était très drôle. Il est temps de parler de Christine. La découverte audiovisuelle 2020. Oubliez The Crown. Oubliez The Good Fight. On vous a menti. La meilleure série actuelle, c'est Selling Sunset. Selling Sunset. C'est une télé-réalité d'agence immobilière pour ultra riches. Voilà. J'adore, à un moment on regardait, et puis à un moment je t'ai dit, c'est bizarre, ils parlent jamais des emprunts à la banque. Et c'est là que tu m'as dit, Julia, je pense que tout le monde paie cash dans cet univers. Mais oui, en gros, ce sont l'histoire de ces espèces de créatures venant de je ne sais pas où, qui sont... Du Valhalla. Voilà, qui sont sur Terre pour vendre des maisons aux personnes riches à Hollywood, parce que, ma foi, apparemment, il faut bien que quelqu'un fasse ce taf, et c'est elle. Nous vivons leur démarche en tant qu'agente immobilière, et nous suivons également leurs amours, leurs amitiés, les tensions qui existent en elles. Pousse-toi. Nous aurions pu mettre la série entière, honnêtement, comme moment fort de 2020, mais on a voulu faire plus niche. Parmi les personnages, nous avons la méchante, on va dire, qui est Christine, qui est extraordinaire, on l'adore, elle communique avec ses cheveux. Dans la saison 2, on apprend, oui au fait, je me suis fiancée, comment Christine a trouvé un homme pour combler son cœur, c'était merveilleux. Et elle organisait ses fiançailles, et donc on s'attendait à quelque chose de merveilleux, de démesuré comme elle sait faire, et on n'a pas été déçus, puisqu'elle a carrément ramené un fucking zèbre pour poser en photo. C'est tout sur Selling Sunset. Oui. Sébastien, qu'est-ce qu'il s'est passé cette année? Cette année est sorti le dernier album de Lady Gaga qui était merveilleux, qui s'appelle Chromatica, que nous attendons depuis des années. Et né de ça une espèce de mème, le même transition Chromatica 2 sur 911. Transition entre deux chansons qui est très sympa et qui est très pulsée et très impactante. Et donc les gens se sont amusés à mettre cette transition sur des moments impactants. Et quoi de mieux que de plus impactant que le final de The Good Wife, spoilers The Good Wife, où on a cette gifle merveilleuse de Diane Lockhart qui gifle Alicia. Ça fonctionnait très très bien et on était très content. Et un peu déçu de pas y avoir pensé avant. Et on cherche encore et toujours une idée pour faire sur ce même et on n'a toujours pas trouvé. Il est temps de parler d'une des meilleures découvertes qu'on a fait en 2020. Une des seules Oubliez belles The Good choses Fight. oubliez Selling Sunset. Nous avons été comblés grâce à Quibi de une chose, Game Show. C'est un format très court puisque comme c'est sur Quibi, les épisodes duraient 10 minutes. C'est un jeu télévisé complètement absurde qui veut élire The Queen of the Straits. Voilà, l'hétéro le plus folle. On va prendre deux hétéros et les faire se combattre et voir quelle est leur capacité en culture gay. Et il y a plusieurs épreuves complètement absurdes. Il y a un moment où ils sont déguisés en Laura Dern dans Jurassic Park, ils doivent déterrer des artefacts dans la culture gay. Il y a genre la cravate d'Avril Lavigne, les mémoires de Léa Michel, le Cosmo de Sarah Jessica Parker. Alors si, il y a mon épreuve préférée, c'est celle où les deux hétéros sont l'un en face de l'autre et ils doivent débiter chacun leur tour le plus de faits sur Kirsten Dunst. Pas citer ses films, juste des faits. Genre, Kirsten Dunst est née en Allemagne, et le premier qui arrive plus à trouver un fait sur Kirsten Dunst perd l'épreuve. C'était très très drôle et très random. Oui. Ils utilisent notamment aussi une chanteuse qui a une voix incroyable pour faire les interludes entre chaque épreuve. Vraiment, si vous pouvez la trouver quelque part, c'était incroyable ce petit jeu là. Je ne mets pas The Queen Gambit en entier parce qu'il faut pas exagérer, je serais pas
aussi dithyrambique que d'autres sur cette série. Je l'ai beaucoup aimé, mais je lui reproche aussi beaucoup de choses. Une chose que je ne lui reproche pas, c'est sa musique, parce que je trouve ça incroyable de mettre une BO qui ressemble à Pirates des Caraïbes sur un truc qui parle d'échecs. C'est incroyable. La BO de The Queen Gambit est super, je l'écoute assez régulièrement. Son thème principal est dingue. Ensuite, on a eu ce moment assez délicieux, One Day at a Time, quand ils ont repris sur Pop TV pour leur ultime saison. Ils se sont permis une petite pique contre Netflix. Qui les avait annulés. C'est la première réplique de la saison où la mère demande « Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?» Et il y a le gamin qui dit « Oh, je sais pas, il y a plus rien sur Netflix de bien en ce moment. » C'était simple mais efficace. Un moment qui aurait mérité, je pense, un épisode entier dans cette nouvelle saison de The Great British Bake Off qui a été excellente. Ce moment qui a failli déclencher l'apocalypse où Soura, en posant son plateau sur la table des juges, elle a renversé le plateau de Dave que je ne pouvais pas blairer. Je trouve que Dave a une réaction un peu too much, enfin c'était clairement pas fait exprès. Et puis je suis désolée, quand tu vas apporter le fruit de ton dur labeur, tu fais attention, il arrivait comme ça genre... Ok, peut-être que Soura aurait dû aussi faire attention, je trouve que Dave aurait dû faire encore plus attention, mieux tenir son truc. Et il y a du drama de temps en temps dans le GBBO, puisque tout le monde disait oui, est-ce qu'elle l'a fait exprès, machin. C'était clairement pas fait exprès. Roll the tape. C'était des moments comme je les aime dans le GBBO. Ça n'a pas dépassé le scandale de la poubelle. Tapez juste Great British Bake Off. Trash Can. Est sorti cette année l'épisode interactif de Unbreakable Kimmy Schmidt, et elle revenait donc pour un épisode dont vous êtes le héros, c'est vous qui décidez ce que fait Kimmy dans cet épisode. Elle doit appeler le serveur vocal de l'une de ses copines qui est devenue l'impératrice d'un empire des sauces assez important, elle est devenue milliardaire. Et donc elle est en attente sur son téléphone, et il faut faire le choix, taper 1 pour ça, taper 2 ou taper 3. Et parmi les options, il y a la possibilité d'entendre la chanson des 12 Days of Christmas. C'est une longue chanson, ils l'ont mis en entier, il y a vraiment les 12 jours. La chanson doit durer, elle dure 10 minutes je crois la chanson. Ouais, à peu près. C'est un supplice en fait, c'est comme de la torture, et on ne peut pas revenir en arrière, on est obligé d'écouter la chanson en entier. Vraiment ça vous prend une partie de votre âme. Si vous êtes courageux, une fois que vous l'avez terminé, et si vous tapez de nouveau sur l'option pour la réentendre, vous êtes récompensé par l'épisode pour votre courage, et on vous donne le bêtisier de la série. Et à un moment, il y a cette strophe de la chanson qui nous a obsédés, où ils disent « Five more sauce ». Mêlons un peu politique et série. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, ZOA s'est révélé est une réalité, le moment dans la saison 2 où le personnage de OS se réveille dans une réalité où Joe Biden est devenu président. Nous sommes réveillés un matin de novembre avec Joe Biden président aussi, effectivement, et on veut que ZOA revienne. Il reste plus que 2 moments dans cette liste. Nous ne pouvions pas faire cette liste sans évoquer une personne qui a fait l'année 2020, qui est Michaela Coel, avec sa nouvelle série I May Destroy You. On avait déjà énormément aimé Chewing Gum, on l'avait énormément aimé en tant qu'actrice dans Black Earth Rising, dans son petit rôle absolument génial dans cet épisode de Black Mirror. On ne peut que s'imaginer la voir partout tellement elle est talentueuse. Wow, qu'est-ce qu'elle est talentueuse, qu'est-ce que cette série était dingue. Elle joue dedans, elle l'écrit, je sais pas si elle réalise, à vérifier, mais c'était vraiment une claque cette série, et j'ai hâte de la voir conquérir le monde parce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle est talentueuse. Voilà, c'était génial. Bravo à elle, vive elle. Et terminons cette liste, Sébastien, avec, je pense, pratiquement la chose qui a... Tout le monde était le plus unanime là-dessus. Ça a rassemblé le monde entier, que tout le monde était d'accord sur à quel point il fallait aimer ce personnage. Il s'agissait de la Madame Grenouille dans cet épisode de The Mandalorian. Je sais pas ce qu'on a tous eu, je sais pas si elle aurait eu autant de succès dans d'autres circonstances, mais c'est comme si on avait besoin de Frog Lady à ce moment-là dans notre vie. Oui. Que ce personnage était cool. Oui. Quand elle se met à courir, à un moment ils se font pourchasser, puis elle se met à courir sur ses 4 pattes. J'adorais son costume, elle est habillée comme un personnage de dessin animé. Donc nous terminerons cette liste des 82 moments de 2020 avec ceci. On espère que vous avez vous aussi vécu des bons moments pendant cette année qui a été un peu compliquée. On espère que la prochaine sera un peu mieux. Et on vous dit à très bientôt. Nous sommes déjà en train de travailler sur la suite. Merci de votre soutien continuel. On a essayé de vous trouver des nouveaux petits formats cette année en s'adaptant au fait qu'on était confinés chacun de notre côté. On avait un peu peur, mais bon, vous aviez l'air
de bien vous amuser dans ce qu'on faisait, donc ça nous a rendu très heureux. Et voilà, on vous dit à l'année prochaine, on vous souhaite une très belle fin d'année. Et puis voilà, des gros bisous. À bientôt. Bye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.